Chanson qu'on s'est dit, Jean-Pierre Luminet, Le feu du ciel, météores et astéroïdes tueurs, c'est un livre paru au Cherche Midi. Alors, Jean-Pierre Luminet, c'est un astrophysicien, c'est un spécialiste des trous noirs. Je vous expliquerai pas ce que c'est, mais c'est un phénomène astronomique dont il est spécialiste, justement, et dont il explique très joliment dont il résume. Il l'avait fait au Cercle de Midi quand je l'avais invité devant un Fabrice Lucchini qui était baba, parce qu'il était arrivé avec un barésil et une balle de tennis. Il avait laissé tomber la balle de tennis dans le barésil. Il a dit, vous voyez, le trou noir, c'est ça. Donc personne ne prenait, mais on était tous, évidemment, avec les évocations, pour les uns de la balle de tennis, pour les autres du barésil. C'était très évocateur. Il est tellement, d'ailleurs, reconnu par la communauté scientifique qu'il a donné son nom à un astéroïde, le numéro 5523, qui porte le nom de Luminet en hommage à ses travaux. Et puis en même temps, c'est un astrophysicien qui fait partager son savoir sous toutes les formes, puisqu'il a écrit des livres de poésie, etc. Et il fait partie de ces gens, à la Hubert Reeves, à qui d'ailleurs il dédicace son livre, de savants qui ont envie de faire partager leur savoir. Et là, il y a 367 fragments, petits astéroïdes de mots. Donc il le dit assez drôlement, on peut lire ce livre soit en une nuit, soit en un an, en prenant un pour chaque jour. Et c'est une histoire de l'astronomie restituée par petits fragments. C'est surtout une sorte de va-et-vient entre ces espaces infinis qui nous font tous rêver sans qu'on comprenne vraiment, et puis le fait que c'est aussi une histoire humaine, c'est l'histoire de gens qui essayent instamment de comprendre et de comprendre toujours plus de quoi nous sommes faits, de quoi l'univers est fait, vers où il va. Constance, vous avez été totalement enchantée par ce livre. J'adorais, je l'ai lu la nuit. En plus, je conseille à tout le monde de lire ça la nuit, d'oublier que c'est un livre intelligent. Et parce qu'on va le donner de toute façon, c'est quand même un astrophysicien, un chercheur au CNRS, on se dit oh là, ça va parler gigatonnes, etc. De tête, le mec pas identitaf là. Et donc on se dit oh là, il va nous regarder comme ça et on va rien comprendre. Et au contraire, non seulement il s'accroupit pour vraiment nous aider, et il nous fait monter sur ses épaules. On a l'impression d'être à un concert et de tout comprendre, tout voir. Et vraiment, moi j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses. En plus, ça fonctionne. C'est fait par petites bouchées. Donc c'est comme une boîte de chocolat, mais au lait. C'est-à-dire qu'en plus, il parle tout le temps, mais c'est vrai, il parle tout le temps de boules de mozzarella, de pizza, de piqûres de moustiques quand il y a des explosions dans l'espace. Enfin, il se met totalement à notre portée, et il est marrant en plus. Il est tout sauf ennuyeux, tout sauf nébuleux. Enfin, et alors, qui c'est qui n'a pas aimé le livre? C'est Tania. Non, mais un jour, c'est revenu dans ma vie. Visiblement, a des soucis dans sa vie privée, et donc, elle est d'une humeur de chien sur tous les livres qu'on lui a offerts. Mais non, allez-y. Absolument pas. Non, en fait, non, parce que tout le monde a adoré tout ça. Alors, moi, ce que je veux dire juste, c'est que, du coup, quand on vous écoutait, on avait l'impression que c'était un livre qui pouvait s'adresser à tout le monde, mais en fait, ça s'adresse quand même à des gens qui sont déjà un peu intéressés par les météores, ou un truc ou l'espace, ou voilà. Parce que moi, le problème ça évoque un traumatisme énorme. C'est-à-dire que ce livre-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en parler comme ça, en étant voilà. Et après, il y a genre des oncles ou des vieilles tantes qui n'ont pas vu leur neveu depuis 10 ans, qui vont dire tiens, il a 10 ans, ça serait bien pour ses cours de sciences nat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui offrir. Et en fait, voilà quoi, si on n'est pas intéressé, on ne sera pas plus avec ce livre-là. Il faut quand même avoir déjà un vague intérêt. Bon, Tania, vous reviendrez quand ça ira mieux avec votre mec, d'accord? Séverine? Non, il y a un truc que franchement, je suis d'accord avec toi, mais il y a quelque chose qui est assez touchant, c'est que ce type vous dit, écoutez les gars, l'important c'est l'histoire de l'enfance de notre système solaire. Et on a l'impression qu'il a tellement envie de nous faire partager ça, qu'on est ignorant, et il fait un effort, et je trouve qu'il le fait souvent avec poésie, parce que quand il nous parle de larmes d'étoiles, de voûtes célestes, c'est beau, tout simplement beau. Ça se gâte quand les termes sont un peu scientifiques, c'est-à-dire oui, je comprends. On a lu 10 lignes, je n'ai rien compris. C'est comme il y a 10 ans quand j'étais en cours de physique. Bon, mais c'est cette générosité qui est touchante, et voilà. Pour ça, c'est ça. Regardez sur le plateau, Jean-Pierre Luminet, notre troisième invité mystère. Son siège est là. Alors, on va partir de la méchante, des méchantes. Comment faire pour que le vieil oncle ou la vieille tante n'offre pas votre livre? Vous ne vous intéressez pas au petit caillou? Celui-là? C'est celui-là.
qui raconte l'acte de naissance des systèmes solaires. Montrez-le bien. Il a 5 milliards d'années. Bon, c'est vrai, il est noir, il n'est pas très beau a priori, mais il a des petits cristaux blanchâtres. Il est tombé en 1968 au Mexique. Donc en fait, il y a eu autre chose que mai 68, un événement extraordinaire. Il nous raconte exactement ce qui s'est passé. C'était un caillou qui se trouvait là il y a 5 milliards d'années. Là, il y a 5 milliards d'années, il y avait un grand nuage de gaz, des particules, de poussière, et puis des petits cailloux qui se baladaient. Il y a une grosse étoile qui a explosé et qui a déclenché l'accouchement de la Terre, du Soleil et des planètes. Et ce petit caillou a tout enregistré. Donc, à travers l'analyse très scientifique, certes, du caillou, on remonte exactement à l'acte de naissance, un acte de naissance, un petit livre de pierre qui nous raconte comment ça s'est passé et quand ça s'est passé, 4 milliards 566 millions d'années. J'espère que ce chiffre ne vous fait pas peur. C'est un météore, ça? Non. Ça, c'est une météorite. Ça, c'est une météorite, oui, qui est d'accord. tombée, une pluie de fragments. Et en plus, Touchez-le, parce que si vous êtes amateur d'antiquité, vous n'aurez jamais un objet aussi ancien que cela. Et si on vous a- C'est plus ancien. Vous m'avez bien lu la nuit, en plus, la nuit porte conseil. Voilà. C'est une chondrite carbonée. Toi, c'est une chondrite. Voilà. Vas-y, continue. J'ai pas de barésie aujourd'hui, j'ai vu que des cailloux. Alors ça, c'est pas une météorite, c'est une roche terrestre. Et c'est une roche terrestre qui a été fondue par l'impact d'une météorite d'1 kilomètre de diamètre, qui est tombée où? À Rochechouart, un petit village du Limousin, que nous aimons tous, qui se trouve au centre d'un cratère de 20 kilomètres, parce qu'il a reçu... Rochechouart n'existait pas à l'époque, bien entendu. Il a reçu un astéroïde d'1 kilomètre qui a fait un cratère gigantesque. C'était il y a 215 millions d'années, à l'époque d'une extinction massive d'espèces, qui a permis l'apparition des dinosaures. et est-ce que vous... est-ce Et que donc, en depuis, fait, il y a c'est eu une un roche autre terrestre choc qui a fondu sous le choc, qui est une sorte de ciment. Ben voilà, donc ça, c'est beaucoup plus récent. Hein. Jean-François? Mais depuis ces 215 millions d'années-là, il y a eu d'autres chocs de ce type ou pas? Ben, il y a Vous eu, savez ou pas? Bien sûr. Oui, il y a eu il y en a la eu. dernière en date, 65 millions d'années. On se rapproche vraiment tout près. C'est la fin des Mais dinosaures. ce qui est fascinant en lisant votre livre, c'est que on n'arrête pas de recevoir des trucs sur la gueule. À peu près 1000 tonnes par jour. C'est ça qui est Oui, invraisemblable. ça vient de tout. L'essentiel, C'est des poussières, l'essentiel. De temps en temps, il y a des plus gros morceaux qui passent. parce que l'atmosphère fait une sorte de filtre quand même L'atmosphère qui nous fait protège. heureusement un filtre et elle pulvérise la plupart des corps célestes. Mais alors, on parlait tout à l'heure, les uns et les autres, de cette volonté que vous aviez finalement de populariser, comme on dit, c'est-à-dire de faire passer ce savoir scientifique qui est le vôtre. Oui. D'où vient cette volonté justement de ne pas rester dans le cénacle des spécialistes, etc., avec lesquels par ailleurs vous avez des dialogues assidus? parce que Pourquoi cette volonté d'aller vers le plus grand nombre? J'ai toujours eu horreur des cloisonnements. C'est marrant parce que quand vous avez présenté au début de l'émission, vous disiez toujours l'astrophysicien Jean-Pierre Lévinet. Alors c'est vrai que vous n'avez pas besoin de dire l'acteur Daniel Auteuil ou le cinéaste Luc Besson, certes, mais astrophysicien, je suis très fier d'exercer ce fabuleux métier, mais j'ai toujours eu une passion pour la littérature, puisque j'en suis à mon 12e ou 13e livre, j'ai écrit des romans, de la poésie, etc. Et donc je tiens également énormément à l'aspect littéraire de ce que je vais raconter. Donc, lorsque je vais raconter de la science, j'essaie de mettre des formes littéraires pour raconter ça et d'y mettre toute ma passion. Mais est-ce aussi parce que les enjeux sont tellement à la limite du pensable, à la fois l'échelle du temps, l'échelle évidemment spatiale quand on pense à l'extinction de l'univers, que finalement on est dans le poétique presque par nécessité en même temps que dans le rationnel? Ça là peut être perçu comme du poétique, bien que dans ma conception à moi, la poésie, et notamment celle que j'écris, n'a plus rien à voir directement avec le ciel, mais c'est vrai que ce langage qui parle toujours des astres extraordinairement lointains, des limites de l'univers, les trous noirs, les univers chiffonnés, peuvent prendre une connotation poétique. Mais justement, à travers ce que j'écris lorsque je fais de la vulgarisation, je préfère le terme de culture scientifique, c'est précisément d'essayer de faire comprendre à un public beaucoup plus vaste que ce n'est pas inaccessible à l'entendement, que nous faisons partie de cette grande histoire. Bah écoutez, Jean-Pierre Luminet, merci. Le feu du ciel, météores et astéroïdes tueurs, c'est au Cherche Midi éditeur. On applaudit bien fort. Bah restez avec nous, il n'y aura plus d'invités. On va juste faire les coups de cœur.